Le F, un pas de casque, est propulsé par service d'outils FGL, votre stratégie gagnante pour les produits Makita, DeWalt et Milwaukee. Lundi 15 juin, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre retour sur Barcelone 2026 et on commence maintenant avec la journée de samedi. Il est maintenant temps d'accueillir notre collaborateur du lundi. Il est l'auteur du livre Villeneuve-Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque. Simon Bachand, comment vas-tu? Très bien, et toi? Je vais super bien. J'ai pensé à toi en fin de semaine. J'arrêtais pas de voir Jacques Villeneuve à la télé. Puis là, je me suis dit, j'espère que Simon le voit. Il était de retour en série Porsche, Jacques Villeneuve aussi. À toutes les fois que je vois Jacques, je pense à Simon. Puis c'est ça. Puis là, je regardais tout ça. Puis j'ai dit, hey, c'est la fête des pères qui s'en vient. Il faut que je me mette une note pour qu'on rappelle aux gens à quel point c'est une bonne idée de donner ton livre en cadeau. Parce que j'ai l'impression que la fête des pères, c'est un peu toujours à la dernière minute. On passe le temps d'acheter quelque chose pour. On ne sait pas quoi donner à notre père, c'est pas évident, on dirait que c'est toujours plus difficile. Puis il y a nos amis de chez Service d'outils FGL qui ont plein de propositions aussi. Mais pour les gens qui veulent s'en tenir à la Formule 1, qui n'ont rien à construire, qui veulent juste lire quelque chose et en apprendre encore plus, rappelle aux gens comment on peut se procurer ton livre pour le donner en cadeau. Puis est-ce que c'est un peu limite ou c'est possible là, que ça arrive à temps là, pour la fête des pères? C'est tout à fait possible parce que premièrement, il est en magasin. Si on va dans les librairies Martin à Joliette et Laval, donc vous allez en trouver des copies. Et sinon, allez sur leur site et commandez-le en ligne. J'imagine que les frais de livraison aujourd'hui, là, en quelques jours, on est capable d'avoir ça. Et puis, la librairie Carcajou à Laval aussi en a des copies. Donc, pour ceux là, qui sont sur la rive nord ou à Laval, là, c'est assez facile à trouver. Sinon, en ligne, ben, comme je le disais, sur le site des librairies Martin, sinon, allez sur mon site à moi, www.ertaa.com. Vous m'écrivez un courriel, puis je peux vous l'envoyer, puis ça prend quelques jours pour le recevoir. S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ces infos-là, vous pouvez tout simplement écrire au F1 Podcast. Ça va me faire plaisir de vous acheminer avec les bonnes infos vers Simon pour que vous puissiez vous procurer ce livre-là. Si vous l'avez vécu la saison 1997, je vous le dis, ça vaut la peine quand même de le revivre. Des fois, on pense que c'est frais dans notre mémoire, mais il y a tout plein de détails intéressants que Simon a réussi à regrouper là-dedans, puis il l'explique très bien. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant justement de me rappeler c'est des petits détails anodins des fois. Puis je pourrais en nommer, puis ça me tente pas de le faire parce que je veux pas brûler les punchs, hein. Tu sais, Simon, tu vas l'apprécier certainement Oui. que je laisse ça pour les gens qui veulent se procurer ton livre. Mais je le dis parce que moi, je l'avais vécu, j'étais beaucoup plus jeune, fait que de le revivre à travers ton livre, c'était super plaisant. Mais pour les gens non plus aussi qui n'ont pas vécu cette saison-là, c'est vraiment le fun. C'est vraiment, vraiment le fun. Donc, je le recommande, un super beau cadeau à recevoir. Moi, j'ai pas d'enfant, donc j'aurai pas de cadeau à faire des pères, mais je l'ai déjà ton livre, fait que je suis correct. On va te trouver d'autres choses, Martin, inquiète-toi pas. C'est ça, trouver d'autres choses. On a eu une belle fin de semaine de course, bien sûr, on va en parler. Avant qu'on commence à jaser de la journée de samedi, j'ai envie de revenir sur un sujet de vendredi qui, moi, qui me suis prononcé dans la demande de révision de la part de l'écurie Alpine, comme quoi on n'avait pas contesté le résultat final. Donc, pour moi, il n'y avait pas vraiment, vraiment de chance qu'on retourne cette décision-là. Finalement, la FIA m'a fait mentir. Puis je pense que je suis pas le seul à s'être fait prendre à mentir parce que ça a surpris plusieurs personnes dans les paddocks, comme quoi qu'on a décidé de enlever la troisième place à Isaac Hadjar et de la donner à Pierre Gasly. On a jugé que finalement les deux pénalités qui lui avaient été décernées n'étaient pas justifiées. Donc, on n'était pas capable d'expliquer à l'écurie Alpine pourquoi on avait pénalisé leur pilote. On se rappelle qu'il y a eu une situation avec les fameux la fameuse prise de vitesse là, dans les puits. Là, on en a parlé dans l'épisode de vendredi. Mm-hmm. Puis t'avais mis la table lundi. Ça avait très bien amusé François, ça qu'on avait J'ai parlé de entendu ça, oui. surveillance aérienne. Ça rappelait des souvenirs. En tout cas, ça pour dire, c'est très rare qu'on avoue avoir tort du côté de la FIA. Puis on fait toujours appel ici, là, je ne veux pas être hypocrite, ici au F1 Podcast, on fait toujours appel à la transparence. On veut qu'ils soient transparents. Ben là, en fin de semaine, ils l'ont été. Ils l'ont peut-être trop été, par exemple, Simon.
ça va créer des précédents, cette histoire-là. Puis je veux pas dire qu'on a fait la mauvaise chose, parce qu'au bout de la ligne, on veut le meilleur résultat, on veut la vérité, on veut que ce qui arrive, c'est ce qui est en piste. Sauf que là, on a ouvert quelque chose, parce que là, McLaren proteste cette décision-là. Red Bull se joint à McLaren, du moins, on a souligné nos intentions de contester cette décision de enlever le podium à Jarre pour le donner à Gasly. Et puis là, tu as Mercedes qui consultait ses avocats tout au long de la fin de semaine. Du moins, c'est ce que Toto Wolff se gênait pas pour dire à tout le monde. Puis finalement, on a décidé, on a dit qu'on allait aller de l'avant, puis on allait contester aussi, dans le fond, la décision en tant que telle, mais plutôt les pénalités à George. Ta décision, ta réaction face à tout ça, j'ai l'impression, on s'en est pas parlé, mais j'ai l'impression que t'as été autant surpris que moi là, quand ça a tombé, ça. Là. Ben, vraiment, là, je m'y attendais pas du tout à ce qu'on revienne sur la décision parce que là, ce qu'on a fait, on se retrouve à favoriser un pilote qui n'avait, qui a pris la décision de ne pas purger ses pénalités en piste. Et Exact. ceux qui l'ont fait, qui ont purgé les pénalités pendant la course, ben, écopent. Puis revenons au Grand Prix de Monaco. C'est sûr que le grand perdant de toute cette histoire-là, c'est George Russell. Donc, je comprends très bien Toto Wolff de dire, je vais regarder ce que je peux faire parce qu'il faut que tu soutiennes ton pilote. Parce que là, il était troisième, Russell, c'était légitime. Et là, il devait purger en 5 secondes, puis après ça, ça s'est mis à débouler son affaire, puis il a terminé à l'extérieur des points. À l'extérieur Alors, des. tu sais, s'il avait décidé de ne pas purger sa pénalité, on aurait pu aller contester, on parle au légal, comme on dit, puis on se battra devant le tribunal de la FIA après. Alors, surprenez-vous pas, si plus tard en saison, ça se reproduit, une belle pénalité en fin de course, purge-la pas, on va aller se chicaner après la course. Ben, tu te rappelles, Simon, moi j'avais salué la présence d'esprit d'Adjar de ne pas avoir défendu sa position contre Russell puis contre Gasly. Puis je me suis dit, ah, ils ont des pénalités de toute façon. Fait que pour moi, j'étais comme, ah, ben, il a bien fait, il a pas laissé passer, mais tu te rappelles, il a pas défendu Effectivement. vraiment. C'est ça. Fait que là, moi, j'étais là, ah, bravo, il savait qu'il y avait des pénalités, même si ce qu'il avait confirmé après Isaac, de dire, ben, je savais qu'il y avait des pénalités, donc je ne l'ai pas trop risqué. Mais là, ça vient de devenir leur mode, le mort dans le derrière, là, un peu cette décision-là. Euh, C'est-à-dire, finalement, tu sais, puis ça va créer, comme tu dis, des précédents parce que moi, mon premier réflexe a été de dire, ah, bravo, Isaac, qui a bien réagi. C'était son réflexe aussi. Mais la situation se présente, là, mettons, en Autriche, là, dans 2 semaines, puis je vois un pilote laisser passer un autre parce que, ah, ben, il savait qu'il y a une pénalité. Écoute, il m'a avoir un pensée si bien de dire, ouais, mais si la pénalité est contestée. Je sais que c'est des si, sauf que là, on vient d'ouvrir une nouvelle possibilité que là, on voit que ça peut arriver. On peut contester une pénalité puis avoir le résultat. Euh, Puis en plus, on n'a pas contesté le résultat final. Alpine sont les premiers à dire, comme j'ai dit dans l'épisode de vendredi, comme quoi qu'on voulait simplement aller s'asseoir à la table avec la Fédération internationale de l'automobile et se faire expliquer ce qu'on avait fait de mal. On pensait pas avoir rattrapé un podium avec ça. On n'avait pas ces attentes-là en logeant une demande de révision. On voulait juste se faire expliquer. Par contre, la FIA avait rien à leur expliquer puisque dans les preuves qu'on leur a soumises, on, on venait vraiment tout dissiper les doutes que Pierre Gasly pouvait avoir enfreint le règlement à 2 reprises. Donc, je, je comprends. Je comprends pourquoi ça aurait pu être frustrant pour la FIA de s'asseoir avec Alpine et de dire ben, vous avez rien fait de mal, mais on vous a quand même enlevé votre podium. Je pense que la FIA s'est retrouvée devant une situation où on n'avait pas le choix de leur donner quelque chose. On le fait. Le problème, c'est que Ouais, là, tu sais, dans la vie, tu te ouais, dis toujours, on corrige pas une injustice en commettant une autre. t'as raison, t'as raison. Puis là, c'est ce qu'on a fait. Parce que, Ouais, tu sais, c'est pas juste pour Adjar, c'est pas juste pour Piastri, non. c'est pas juste pour Russell. À un moment donné, c'est parce qu'on s'en sortira jamais, là. Ouais. Non, non, t'as raison. T'as raison. T'as déshabillé l'autre pour habiller l'autre. C'est pas mieux, là. C'est pas la meilleure façon. Donc, je voulais en glisser un mot en commençant l'épisode parce que j'ai l'impression qu'on va en parler encore longtemps du Grand Prix de Monaco. C'est rare, hein, d'habitude, après les qualifications le samedi, c'est pas mal fini. On parle plus de grand choses sur ce style-là. Mais là, finalement, j'ai l'impression que ça va se durer dans les prochaines semaines vers le Grand Prix d'Autriche. Là, ça risque de voir quand est-ce que les révisions officielles vont être logées de la part des différentes écuries. Puis quand est-ce qu'on va leur donner le droit là, de soumettre quelque chose? Parce qu'il faut soumettre des preuves. En tout cas, j'ai hâte de voir comment on va démêler tout ça. Mais Grand Prix de Monaco, on peut pas dire qu'il est clos encore dans le tiroir. Il y a certainement d'autres informations qui vont sortir de là. Puis j'ai l'impression que Pierre Gasly n'est mieux de pas attendre son trophée tout de suite dans la poste. Là. Ça arrivera pas tout de suite. D'après moi, Red Bull va le garder dans l'armoire encore pendant une couple de jours. Le temps Je pense que tu as raison là-dessus. De le toute temps façon, il l'a célébré. On a vu les images. Ben, il a ouais. eu son fun. Alors,
À la fin, il y aura peut-être 3 ou 4 pilotes qui vont célébrer cette troisième place-là au fur et à mesure des événements pendant l'année. Oui, c'est ça. Ils vont finir avec tout un trophée. Tu sais, des fois, ils font ça aux Olympiques. Après ça, là, ils donnent des Oui, médailles à exactement. ouais, Une ouais. égalité. Ils donnent des médailles à tout le monde. Bon, fait qu'en tout cas, ça reste, on va continuer de jeter un petit coup d'œil là-dessus. Donc, la fin de semaine commence bien sûr par les qualifs, samedi. Normalement, les gens qui sont habitués d'écouter le F1 podcast, on va toujours commencer par qui a décroché la pole. Là, je vais faire une exception cette semaine, puisque le week-end a commencé avec des rumeurs, j'ai envie de dire des rumeurs folles, en tout cas, parce que c'est la saison folle hein, du Marketo. Puis là, avec Leclerc qui a signé dans les dernières semaines, on manquait peut-être de tête d'affiche là, pour commencer à faire couler de l'encre et essayer de mousser un peu qu'est-ce qui va se passer durant l'été en F1. Puis là, finalement, des rumeurs qui tournent aux alentours d'Alonso qui pourrait retourner chez Alpine. Là, moi, je regarde ça, je me dis, bon, on est en Espagne, les gens qui veulent écrire pour faire parler d'eux, ben, c'est toujours bon. Puis comme je l'ai dit, venir mousser un peu cette période-là de l'année qui pourrait s'annoncer peut-être un peu tranquille. Euh, puis là, après ça, les qualifs commencent, puis je vois Alonso dernier. Dernier Mhm. dans sa Aston Martin. Puis tout d'un coup, c'est là que je commence à trouver que c'est peut-être moins fou comme rumeur, parce que je me dis, son année, il faut qu'il renouvelle. Tout d'un coup, ça se met à tourner aussi dans ma tête que dernièrement, Fernando a annoncé qu'il prendrait une décision cet été, mais que ce ne serait pas vraiment une décision. Tu sais, là, on met les morceaux ensemble parce qu'on a plus d'infos, mais il disait, ça ne sera pas une décision sur son avenir nécessairement. S'il va revenir. Il pensait bien qu'il revenait, mais qu'il y avait quand même des décisions à prendre au cours de l'été. Donc là, j'étais là comme, OK, c'était pas une alternative de le voir quitter Aston Martin, mais là qu'on entend ça, je le vois dernier. Oui, c'était la première fois que Lance Stroll le battait depuis quoi, 2 ans, 3 ans Depuis qu'il. le Grand Prix de Grande-Bretagne 2024, qui C'est était plus ancien que la dernière victoire de Lewis Hamilton. Juste vous dire ça. incroyable. En tout cas, fait que ça. Fait qu'en tout cas, ça pour dire, Simon, je mets tout ça ensemble, puis tout d'un coup, on Ouais. dirait que je trouve ça moins fou. Oui, c'est Flavio Briatore qui est chez Alpine maintenant. C'était pas le cas au début. On a mis bien du monde à la porte qui était peut-être pas nécessairement qui était peut-être pas là ou qui faisait peut-être pas l'affaire de Fernando Alonso dans le temps, on sait pas. Aston, ça va tout croche. Ça n'a pas l'air de s'en aller mieux. On a Gucci qui arrive dans le décor d'Alpine. On a un moteur Mercedes. Rappelle-toi aussi que Fernando, au Mhm. début, voulait conduire un moteur Mercedes. Le monde qui dirait, ah, ben, juste retourner chez Alpine, je vois pas, mais c'est pas le Alpine qui a laissé. Alpine a beaucoup changé depuis ce temps-là. On vient d'avoir un podium à Monaco. Non, non, c'est encore confirmé, mais Ouais, tu comprends? mettons. Admettons. Mais Ouais. en tout cas, j'ai envie de savoir ton idée. T'as-tu trouvé ça aussi fou que moi au début? Puis t'as trouvé ça un peu moins fou une fois que la qualif est sortie. C'est très, très rare. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu le nom de Fernando Alonso dernier dans des qualifications. C'est. Ah non, là, ça, sur ce Ouais. point-là, tu as tout à fait raison. Et ça fait juste démontrer à quel point c'est gênant ce qui arrive chez Aston. Puis d'ailleurs, là, tu sais, il y a quand même 1 seconde d'écart entre Valtteri Bottas, 20e, puis Lance Stroll, 21e. Donc, tu sais, puis Alonso est juste collé là, sur le temps de Stroll. Donc, c'est quand même pas mal gênant, honteux ce qui se passe chez Aston, mais on le dit à chaque semaine. Ouais. Alonso dernier, je suis d'accord avec toi, en qualif, j'ai jamais vu ça, puis je n'ai pas vérifié. Il faudrait probablement retourner à sa première année chez Minardi, puis même là, probablement qu'il ne sait pas dernier, parce que je suis pas mal sûr qu'il battait son coéquipier à l'époque. C'est ça. Donc, c'est en quelle année ça se passe? C'est 2001, là. C'est Ouais, pas des farces, là. ouais, c'est 80. Il est au tournant des années 2000 qui est arrivé chez Minardi. Fait que c'est ça. Ouais, ouais. Puis là, il se bat. Puis, tu sais, je rajoute ça, il est chez lui. Moi, j'ai l'impression que ça rajoute à tout ça aussi. Je sais que Fernando n'est pas arrivé en Espagne en fin de semaine en pensant gagner. Mais je pense pas. En me semble que c'est mal connaître Fernando de dire ben, il s'attendait peut-être à être dernier sur la grille. J'ai Non, non, l'impression. ça, absolument Ouais. pas, là. J'ai l'impression Puis- que. En tout cas. mais l'idée qu'il aille chez Alpine, c'est parce que je vois pas l'intérêt d'Alpine. Tu sais, ils sont pas au stade où on a besoin de faire un petit coup de marketing comme l'embauche d'un pilote comme Alonso pour 3 4 courses peut faire. Tu sais, c'est une écurie qui vise plus haut que ça en Ben, ce moment. l'arrivée de Gucci va vouloir des têtes d'affiche. Ben, OK, tu veux un gros nom, parfait, mais tu veux bâtir aussi. Gucci est là Ouais. pour plusieurs années, là. Mhm. Gucci est là pour, je pense que c'est 3 ans, puis l'idée, j'imagine, c'est de vouloir prolonger si ça se passe bien. Alors, tu sais, Alonso sera pas là dans 3 ans, là. Qui tu formes si tu fais venir Alonso? Tu peux avoir un an de Alonso Gasly, OK, ça se défendrait très bien comme duo de pilote. Puis, mais après ça, tu reviens au même point avec ton deuxième pilote. Mhm. Écoute, c'est pas. Plus t'en parles, plus
je vois qu'il y a un sens derrière tout ça. C'est juste que je le sens pas, on va dire ça comme ça, là. Moi, je Mhm. pense qu'Alonso, malheureusement pour lui, ça va passer par Aston Martin. Et j'espère pour lui qu'Aston va faire mieux l'an prochain et qu'il va pouvoir se battre pour au moins avoir un podium dans sa Ouais. dernière saison de F1. Sinon, je vois pas bien d'autres options, là. J'ai une Mais, question mais pour toi. plus t'en parles, plus ça se peut, là. Sauf Ouais. que j'aime, tu sais, que la Pinto, il fait de mieux en mieux, là. Est-ce que vraiment, dans 15 Grands Prix, il faudrait se débarrasser de lui pour avoir Alonso qui va être là un an? Je peux se poser la question. C'est pas, on va le dire, c'est pas fair, c'est pas juste, mais la business, c'est ça. Puis Flavio, je pense pas que c'est un gars nécessairement juste non plus. Euh, C'était pas juste non plus que Carlos Sainz perde son volant chez Ferrari, puis c'est exact. arrivé, hein? Tu vois, c'est là que je vais en venir avec ça, de dire, je comprends qu'Olapinto est en train d'éclore, Ouais. est en train probablement de monter en confiance, connaître les meilleurs moments de sa jeune carrière. Puis là, il y a cette rumeur-là qui plane. Puis tu sais, on fait les 2+2. Là, c'est pas Gasly qui s'en va si jamais Alonso revient. Là. Puis où je veux en venir avec ça, c'est qu'on y va, OK, on laisse faire le côté Martin puis Simon qui regardent ça dans leur salon. Puis t'es Fernando Alonso, OK? T'es sur. Il te reste pas mal moins de temps qu'il t'en restait. C'est une façon polie de le dire. T'as peut-être une bonne saison qui te reste. T'as mieux tenter ta chance en 2027 avec Alpine ou avec Aston Martin? Parce qu'Aston Martin, je sais qu'on parle d'apporter des grosses améliorations d'ici la pause d'été, là, mais à moins qu'on apporte un moteur Mercedes, je vois pas qu'il va se passer grand-chose dans cette voiture-là. À moins que c'est ça l'amélioration, là, ils n'auront pas grand-chose. Fait que je te demande, toi, pour l'an prochain, de façon égoïste, il te reste une saison en carrière, t'aimes mieux conduire une Alpine ou une Aston Martin en 2027? Ça, c'est une méchante bonne question parce qu'il reste qu'il y a du personnel de qualité chez Aston Martin. Ouais. Ça peut débloquer, mais c'est sûr qu'il faudrait qu'il semble que le Honda est sur la bonne voie, puis C'est stéroïde. c'est pas ça qui se produit en ce moment. Donc, Ouais. mais je regarderai d'autres options. Là, plus ça avance, plus on pense que Verstappen va rester chez Red Bull. Mhm. Admettons qu'il y a un siège de libre, là, tu lèves la main et tu dis, moi, je vais vous en donner un an, puis c'est un gros nom, Fernando Alonso. Je comprends qu'il cadrerait peut-être moins dans le moule Red Bull, mais pour un an, ça serait bien. Mhm. Mais entre Alpine et Aston Martin, oh boy. Et je pense que j'essaierai Alpine. En plus, il serait avec son bon ami, là, Flavio. Fait que Ouais. ça vaudrait le coup. En tout cas, je l'avais pas dans ma carte de bingo. C'est un retour, encore un Xème retour d'Alonso chez Renault. Ben là, tout d'un coup, il commence à apparaître sur ma carte. Puis, comme je te dis, la seule raison pourquoi je trouve que c'est un peu logique, c'est ce qui vient d'arriver en fin de semaine. Puis, ce que je viens de te poser comme question, de dire si j'étais Ouais. Fernando Alonso, moi, je choisirais probablement Alpine. Mais encore là, je me dirais, Fernando Alonso fait toujours le mauvais choix. Fait que si ton choix, c'est Alpine, reste chez Aston Martin. Fais l'inverse de ce que tu veux. Ah ben lui, là, Fernando, moi j'ai toujours soutenu qu'il n'aurait jamais dû quitter McLaren. Il aurait Ouais. dû décider de se battre avec Hamilton pour 2008. On ne sait jamais, il aurait peut-être pu être champion du monde cette année-là. Et Mhm. après ça, ben, ça a été une suite de, pas nécessairement de mauvaises décisions, parce que c'est facile à dire. Tu sais, il est allé chez Ferrari, il était premier pilote Ferrari 5 ans, là. Ouais. Hamilton vient de faire ce choix-là, puis on ne dit pas que c'est une mauvaise décision. Ben, on ne le dit pas Non. depuis aujourd'hui. Avant, ça dépendait. Ouais. Mais reste que, tu sais, c'est ça. Mais t'as raison, Alonso, on dirait qu'il amène la poisse. OK. Fait que là, parlant de poisse, George Russell. Ouais. Ah, ben là, attends. Non, non. Non, mais lui, il se devait de bien faire. On le sait, Montréal, ça a été un week-end qu'on peut dire parfait, avait réussi à faire tout ce qu'il se devait faire. Finalement, le moteur avait lâché. Finalement, arrive en Espagne. On attendait beaucoup de lui. En tout cas, j'ai l'impression, moi, de mon côté, je trouve qu'on attendait beaucoup de Russell. Puis il n'a pas déçu. Il a bien fait dans la séance de qualification. Il s'est battu. J'ai l'impression que ça a été peut-être un peu plus serré que ce qu'on s'attendait là, du côté de Mercedes, mais quand même, une belle pole position pour George Russell à un moment opportun où ce qui se devait de répondre à tout ce qui se passe. Et pendant la qualification, on voyait le Russell qu'on attendait en début d'année Oui. et que je n'avais pas encore vu. Russell, tu sais, confiant, j'ai les choses en main. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude à y avoir. Il n'y a pas besoin d'un tour casse-cou à la dernière seconde comme à Montréal pour aller voler la pole. Tu sais, il avait l'air d'avoir une tête au-dessus de tout le monde. Et oui, il y a eu Hamilton qui a eu un temps pas mal proche, mais on sentait que c'était la qualification de George Russell qui est terminé 3 dixièmes devant Antonelli. Là. Donc,
c'était lui le plus rapide et il était ferme dans sa position de premier. Alors, moi, j'avais hâte de voir ce Russell-là. Puis là, on l'a vu en qualification en fin de semaine. Ouais. 3/10, là, pour donner une idée, là, qu'il a mis face à son coéquipier, c'est plus gros comme écart que la position d'Antonelli puis la 7e place. Peut-être que ça sonne bizarre à dire, là. Mais je veux dire, C'est vrai. tu le vois devant moi, là, Simon, je me Oui, suis oui, bien oui, j'ai exprimé, les ouais. temps, t'as Ouais, raison. c'est ça. Ça a l'air banal, mais tu dis, c'est quand même 3/10 parce que le reste était très, très serré, là. Antonelli aurait pu, un petit peu plus, mais Antonelli aurait pu se retrouver, ça aurait pu être catastrophique, là. Donc, de voir. Donc, c'est quand même, on pourrait dire qu'il y avait George, Lewis et les autres durant la séance de qualification. Fait que ça montre à quel point que George a réussi à se démarquer puis à bien faire à un week-end où ce qu'il se le devait de répondre. Kimi Antonelli, euh, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. On peut dire, Simon, puis là, on a vu le Grand Prix, fait que c'est encore plus vrai, que c'était le retour euh, d'une donnée en F1 qui a toujours occupé beaucoup de place, mais depuis le début de l'année, c'est un facteur qu'on ne parlait pas, c'est-à-dire protéger les pneus. La consommation des gommes, on est arrivé sur une surface qui est très abrasive. Normalement, on ne parle pas juste de gestion des gommes, gestion des pneumatiques pendant un Grand Prix, on en parle aussi pendant la qualification sur un tour donné. Puis tu m'as entendu dans les dernières semaines encenser le fait que le style de Kimi Antonelli, le fait qu'il laisse partir la voiture un peu plus comme du karting, que ces réflexes-là, pour lui, c'est pas des réflexes qu'il a dû chasser en Formule 1, du moins ils sont encore assez près, puis que les autres pilotes qui sont là depuis un peu plus longtemps, mais sont habitués d'avoir un peu plus de stabilité en virage parce que tu n'as pas le choix de protéger les pneumatiques. Pour une première fois en fin de semaine, j'ai trouvé que là, c'est redevenu un facteur. Il fallait empêcher de faire glisser la voiture, sinon la température montait dans les gommes et on perdait toute l'adhérence. Et puis là, soudainement, Kimi Antonelli en payait la note. Il avait l'air de surpiloter la voiture, il avait l'air de la faire promener beaucoup trop. Puis c'est pour ça qu'il n'était pas capable de rejoindre George Russell. Tu me dis si je me trompe, mais moi, j'ai pas eu à aucun moment la perception dans la journée de vendredi ou samedi que George était en danger de Kimi Antonelli. Je suis avec toi là-dessus. Je sentais tout le long que c'était le week-end de George, puis qu'il était une coche en avant d'Antonelli. Et que, tu sais, comme je disais, c'est le George qu'on attendait là, pour 2026. Et Antonelli, c'est à 3/10. S'il n'y avait pas eu les 5 victoires consécutives qui étaient à 3/10 de George Russell en troisième place, on dirait, regarde, c'est super bon ce qu'il fait. Oui, C'est tu as juste que là, raison. on est habitué à le voir gagner, donc les attentes sont élevées. Il faudra peut-être gérer ça de son côté cette année. Tu sais, Antonelli a le luxe là, de pouvoir être prudent, mais j'ai juste l'impression qu'il ne sera pas capable de l'être. En tout cas, ça s'apprend. Il est pas mal jeune pour ça. Mais j'ai pas senti qu'il menaçait effectivement Russell de toute la fin de semaine. Ben, jusqu'à la course. Non, c'est ça. Moi non plus. Jusque-là, je trouvais que tu as raison on vient peut-être un peu trop sévère, puis même lui, dans sa position, peut-être justement essayer de trop en faire parce que pour lui, 3/10, ça devait être inacceptable, mais tu as raison que 3/10 à ta deuxième saison à F1 contre un gars d'expérience, contre George. Mais quand même, le style de pilotage, j'ai trouvé que j'ai pas été surpris que Russell, ça tombe un peu plus dans ses cordes en fin de semaine sur comment gérer tes pneus sur un tour complet. Lewis Hamilton aussi, même chose. On l'avait mentionné dans l'épisode de votre guide, l'épisode de préparation du vendredi, comme quoi que Hamilton puis Verstappen ont tellement eu de succès sur un circuit comme celui de l'Espagne que fallait pas les compter pour battus. Le fait que Ferrari aussi apportait énormément d'amélioration à sa voiture, sauf que j'avais peur que les Mercedes soient dans un monde à part. J'avais peur que Mercedes colle un gros écart, puis c'était pas mal ça pendant les séances. Donc, de voir Ferrari être capable de répondre, j'ai trouvé que c'était encourageant pour le reste de la saison. Puis il faut se le dire, là, le Grand Prix d'Espagne, la raison pourquoi il était important, c'est que on avait déjà fait des essais là il y a 6 mois, donc c'était un retour là, c'était une bonne façon Mhm. de comparer. Mais c'était aussi le premier vrai week-end de course où ce qu'on pouvait dire que le taux de compression était égal pour tout le monde. Du moins officiellement, parce que là maintenant, c'est vérifié depuis le 1er juin. À Monaco, bien sûr, c'était en vigueur, sauf qu'on ne pouvait pas l'évaluer. Là, c'était la première fois qu'on pouvait vraiment évaluer ça. Donc, de voir quand même les Ferrari se rapprocher ou être capables de garder, mettons, Russell honnête, parce que si Russell n'avait pas fait le tour qu'il a fait, ben, c'est probablement Hamilton qui aurait eu la pole. Mais j'ai trouvé que c'était quand même encourageant. Ben, heureusement, effectivement, Ouais. sinon on aurait eu, à mon avis, un beau doublé Mercedes, on s'envole, puis on est tout seul toute la fin de semaine. Alors, Lewis Hamilton, effectivement, a réussi à venir se coller sur George Russell. Et c'était beau à voir. Puis quand on lit les commentaires, c'est que
Ça a l'air de rien là aujourd'hui, mais Hamilton, le fait que ce soit pas lui qui est retourné lors de la première séance, c'était Dino Beganovic, Oui. ben, ça l'a quand même inquiété, puis ça l'a retardé dans le développement de sa voiture en fin de semaine. Donc, dans les règles, pour trouver les bons réglages, etc. Donc, il était surpris d'être aussi près de Russell en qualification. Puis là, ben, en course, on y reviendra, mais on sait ce qui est arrivé. Mais il est tellement serein en ce moment, Lewis Hamilton. Là, il est à la bonne place mentalement. Puis ça paraît, puis on sent comme un Lewis qui laisse aller son talent derrière le volant. Et ça fait du bien à voir et ça donne des bons résultats et ça vient pimenter les courses qu'on a. Ben, c'est un bon lien que tu fais parce qu'Antonelli aussi n'était pas dans sa voiture lors des premiers essais. Donc, lui aussi, ça l'a mis un peu en rattrapage. Puis, comme tu dis, de trouver, parce que c'est vrai que tu n'as pas ta première séance d'essai libre. Puis, Hamilton, ses commentaires après la pole, ben, après les qualifications, mentionnaient que il pensait que c'était un de ses week-ends off, là, si on peut dire, là, qui, depuis, on l'a vu, on l'a dit à quelques moments dans l'année qu'on trouvait qu'il était un peu éteint, on le voyait moins après la Chine, il y a eu des Mhm, mhm. passages à vide comme ça, comme il nous avait habitués dans les dernières années. Ben, même lui, lorsqu'il a vu les temps et les écarts versus son coéquipier, il commençait à penser que c'était un de ces fameux week-ends-là où le week-end d'avant, tout va bien, puis après ça, il arrive, puis là, il n'y a rien qui fonctionne. Finalement, la tendance a tourné quasiment. J'ai quasiment envie de dire que la tendance a tourné aussitôt que les qualifs ont commencé parce qu'il a été le plus rapide dans la Q1. Je pense que c'est là vraiment que il a envoyé ses intentions, qu'il fallait le prendre en considération aujourd'hui, puis qui était un facteur. Si tu veux, j'ai envie tout de suite aller à Charles Leclerc. Parce que ça a été quand même un gros sujet de conversation, le fait qu'il prenait les mêmes freins que Lewis Hamilton. Je suis sûr que tu as suivi ça un petit peu Ah oui. de ton côté. Donc, ça a été comme un peu un roman savon avec Brembo. Après ça, finalement, on a essayé d'enterrer un peu tout ça. Je pense que Ferrari ne voulait pas que ça sorte aussi public qu'on avait un de nos pilotes, un septuple champion du monde, qui avait décidé un peu de changer les freins. Finalement, Charles Leclerc s'en va là. Puis là, il frappe le mur. Il échappe la voiture. Ça a l'air, on pourrait dire que c'est un problème de freinage. C'est peut-être ça qui a causé la perte, mais on voyait qu'il a perdu de l'adhérence sur sa voiture. Puis au moment où ce que ça a remordu, où ce qu'il a recommencé à en avoir, ben, il a donné trop de gaz. Puis là, la voiture a mordu, puis finalement, elle est partie. Puis après ça, ben, Charles, en entrevue, il a dit qu'il avait honte. Parce Ouais. qu'il avait bien dit à Monaco, je ne prendrai pas le blâme pour ça quand c'est pas de ma faute. Mais là, il n'y avait pas le choix si rapidement que ça. C'est la première fois que tu retournes en piste quasiment après que ça s'est passé, ben là, tu en prends un accident, puis là, tu n'as pas le choix de dire que c'est un peu de sa faute. Là. C'est deux grands prix de suite où Leclerc frappe le mur dans les qualifications. Oui, On sait à Monaco, il se défonçait. Puis là, à mon avis, il a voulu trop en faire encore une fois. oui, Donc, ce que ça m'amène à croire, puis toute cette histoire-là de changer de frein, parce qu'Hamilton peut demander ça. Lui, il a travaillé avec l'autre entreprise, là, Carbon Industry, depuis plusieurs décennies. Mais Leclerc, lui, c'est pas le cas. Il travaille avec des freins Brembo depuis qu'il est arrivé en Formule 1, donc 7-8 ans. oui. Et là, soudainement, parce que Lewis Hamilton a quelques bonnes performances, il change de. Je trouve qu'il y a comme une panique derrière cette décision-là. Pourquoi changer si vite? Lewis Hamilton a quelques bonnes performances. OK, mais pas obligé de tout changer. Donc, à mon avis, Hamilton, il joue carrément dans la tête à Leclerc en ce moment. Puis ça, c'est Leclerc, plus il va aller dans cette direction-là, plus il creuse sa tombe. Alors, je suis bien inquiet pour ce qui se passe avec Leclerc. Il y a une bonne course aujourd'hui, mais il n'y a pas de pression. En qualif, par contre, c'est différent. Là, il se fait devancer depuis quelques courses par Hamilton et il réagit très, très mal mentalement et derrière le volant. Donc, pour moi, je suis bien inquiet de ce qui se passe avec Leclerc en ce moment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, tu sais, Charles a eu du succès en F1, là, puis comme tu dis, c'est des Oui. années qu'il est avec Ferrari. Pourquoi que tout d'un coup. Puis en plus, on va se le dire, tout le monde a vu que l'accident à Monaco, c'était pas la faute des freins, c'était la faute de l'asphalte. Ils ont Ouais. interrompu à cause de ça. Stroll a eu. Puis les deux, j'ai jamais vu ça, moi. Deux pilotes qui sortent, puis que pour une fois, t'es pas obligé de blâmer personne, c'est pas de ta faute. Finalement, ils décident qu'ils mettent ça sur le dos de leur écurie pareil. Stroll a pointé Aston Martin. Leclerc a pointé la compagnie de frein Brembo. Euh, mais c'est vrai, c'est un peu de la panique. Il y a quelque chose qui ne va pas, là, qui cloche dans la saison de Charles présentement ou sur l'adaptation au nouveau règlement à la nouvelle voiture. Puis là, on dirait que là, il cherche, puis c'est ça le problème, c'est que là, ça va se mettre à tourner. Puis on sait les Ben, en tout cas, s'il veut résultats. imiter ce qu'Hamilton fait, il va pas s'aider. Non. Donc, il faut qu'il se retrouve lui-même, là, un peu comme Russell l'a dit en fin de semaine. Il faut
faut que je me fasse confiance, puis que je sois moi-même derrière le volant, puis on verra où ça me mène. Mais là, c'est pas ça en ce moment. On a quelqu'un qui essaie de devancer son coéquipier à tout prix, puis il creuse, ça tombe. Parlons de la couleur orange papaye. On comptait beaucoup sur le week-end de course à Barcelone. On voulait souligner nos intentions pour le reste du championnat, officialiser la guerre avec Mercedes pour dire qu'il y aurait une bataille au championnat constructeur. C'est toutes les belles intentions qu'on avait entourées sur le calendrier du côté de McLaren. On avait apporté des choses. On voulait vraiment. La raison qu'on apporte toujours les améliorations un petit peu d'avance chez McLaren, on apprend à les maîtriser. Puis après ça, le week-end de course où vraiment on pense que ça va être utile, ben c'est là qu'on met vraiment tout ça en marche. Donc, on pensait que Espagne serait la meilleure façon de montrer nos attributs, de montrer les points forts de notre voiture. Finalement, Norris s'est retrouvé dans une drôle de situation là, où, justement, à cause du drapeau rouge de Leclerc, n'a pas vraiment été obligé d'avorter son temps et d'en faire un autre. Piastri, à un moment, semblait dans le coup. Puis là, finalement, on dirait que ça s'est tout comme envolé. Quatrième place pour Norris, mais on s'est quand même séparé par les deux Red Bull. Qu'as-tu pensé du week-end de course de la qualification de McLaren? Aurais-tu pensé les voir un petit peu plus à l'avant? Parce que là, on peut vraiment dire que Ferrari les a devancés avec leurs améliorations. Ouais, je suis étonné. Moi, je pensais depuis le début de l'année que s'il y avait une écurie capable de battre les Mercedes là, pour remporter la course, ça aurait été McLaren. Mais là, ils se sont fait devancer. Mais par contre, tu sais, moi, je suis pas, on n'est pas premier, mais je suis pas inquiet, là. Ils sont très près des Oui. Mercedes. Ce que Norris a fait en fin de semaine, regarde son temps de qualification, là, c'est pratiquement le même que Kimi Antonelli. Donc, on est là. Il est resté collé en course. Je trouve que Norris fait bien. C'est drôle là, parce qu'en début d'année, on disait qu'il était plus effacé. Mais depuis qu'on est revenu de la pause forcée, là, c'est vraiment Norris qui est en avant de Piastri. C'est Piastri qu'on voit moins. Donc, je me demande si le fait qu'on a modifié les règlements et ça c'est pas venu aider dans le pilotage de Norris. Peut-être que oui, peut-être que c'est les améliorations que McLaren a apportées aussi. Peut-être un peu de tout ça. Mais non, moi, je suis pas inquiet pour les oranges papaye, mais c'est sûr que ça aurait été encore plus le fun si on avait senti qu'il était vraiment en lice pour la victoire. Et on n'est pas encore rendu là. Il y a une chose, en tout cas, qu'on a pu, c'est notre avantage de gérer les gommes. Parce que si on avait été capable de le faire pendant les qualifications l'année passée, je pense que c'est là qu'on aurait tracé la ligne parce qu'on aurait été capable, on n'aurait pas été obligé de les ménager dans un tour de qualification, on aurait été capable de les monter en température plus rapidement que tout le monde, les Mhm. utiliser, les conserver dans la bonne plage, puis ça serait probablement venu peser dans la balance pour aider McLaren à sécuriser une pole. À un certain moment, quand je voyais Piastri faire le meilleur temps, il y avait des circonstances liées à ça. Bien sûr, il y avait eu le drapeau rouge. Je dis, est-ce que c'est ça qu'on va voir? Mais j'ai aimé qu'Andrea Stella a quand même voulu mettre un bémol là-dessus au cours du week-end pour dire c'était un avantage qu'on avait au cours des dernières années. On avait investi beaucoup d'argent dans comprendre ces fameuses gommes Pirelli-là. Ça a été très payant parce que ça leur a donné des championnats constructeurs. Mais comme on dit, c'est pas qu'on met plus d'investissement là-dedans, c'est qu'on se considère pas qu'on a tout compris de la gomme encore. Donc, on cherche, on continue d'accumuler des informations là-dessus. C'est peut-être un week-end justement qui va les aider beaucoup parce qu'on n'en a pas eu vraiment des week-ends durs. D'habitude, on a Bahreïn, là, comme j'expliquais, qui va venir mettre la Mhm. table. Va être une bonne lecture de comment notre usure des pneus fonctionne. Mais j'ai trouvé que Andrea Stella toujours très transparent. Puis il y avait raison, des fois, on nous envoie un peu dans le champ, on nous dit un peu n'importe quoi. Ça arrive, là, les directeurs d'écurie font ça, mais il n'a pas menti, on l'a vu que cet avantage-là n'est plus nécessairement dans la cour de McLaren. Ceux qui avaient des problèmes dans la gestion des pneus l'année dernière, à certains moments, c'était Red Bull. J'ai l'impression que c'est encore le cas, mais qu'on est peut-être moins pire, là, parce qu'on s'est quand même bien placé. On a réussi à séparer les McLaren. Verstappen a fait un très bon travail, mais le fait qu'Adjar aussi est là, pas avec un écart qu'on a déjà vu par le passé dans un coéquipier Red Bull. Donc, j'ai l'impression que Red Bull fait quand même. C'est dur à dire. Est-ce que c'est, comme tu dis, est-ce que c'est McLaren qui a fait un pas en arrière en fin de semaine ou c'est plutôt Red Bull qui continue de faire des petits pas? C'est dur à lire, mais quand même qu'on a séparé les deux McLaren, j'ai l'impression qu'il y a du positif à aller chercher de ça. Et surtout le fait que Hadjar est encore une fois collé pratiquement à Verstappen. Tu sais, l'écart entre les deux, là, il n'est pas grand. Là. Non. Ils sont dans la même centième. Tous les deux sont à un petit peu moins que 4 dixièmes là, du temps de la pole de Russell. Donc, ça, pour moi, c'est très positif pour Red Bull. Ça démontre qu'on a deux voitures capables de performer. Par contre,
Il manque encore cette espèce de vigueur qui fait en sorte que tu peux surprendre, tu sais, comme Verstappen le faisait souvent l'an dernier. Là. Il allait chercher des pôles avec des méga tours. Là, cette année, on n'a pas ce pouvoir-là de réaliser un tour ultra rapide, d'aller se placer en pôle alors qu'on n'a pas d'affaires là, quand on a un pilote comme Verstappen qui est capable de faire ça. Alors, on est comme là où on doit être. On progresse un petit peu par petit peu, mais j'ai l'impression qu'on pourrait chuter derrière les McLaren de façon définitive assez rapidement. Ça, c'est sûr que c'est inquiétant là, pour les gens de chez Red Bull. Ouais, il y a une bataille de développement incroyable qui se trame cette année, Mm-hmm. qu'on attendait, parce que tu peux même tomber derrière Racing Bulls aussi si tu fais pas attention ou si tu n'apportes pas des évolutions au bon moment de la saison ou les autres réussissent à en trouver des meilleurs. Parce que là, Lawson, difficile à lire, connaît des bons moments, des moments où on a l'impression qu'il n'y a pas d'affaires en Formule 1, puis d'autres moments, tu te dis, ben écoute, il est en train de déclore, mais quand même, c'est une bonne séance de qualification encore pour lui. Il réussit à être devant son jeune coéquipier Lindblad, mais huitième, oui, il y a des écarts, mais Racing Bulls peut sembler être dans le coup un certain week-end. Tu sais, si on arrête de peut-être se concentrer juste sur avoir des livrées différentes à chaque fin de semaine, là, puis Oui. Elle était belle, celle en fin de semaine, oui, par bon, ils contre. sont très belles, en tout cas, tout Oui, ça. oui. Mais j'ai l'impression qu'on a roulé plus souvent avec des livrées spéciales qu'avec celles qu'on vient de nous présenter au Tu début as de l'année. raison. Ouais. Mais en tout cas, Lawson, hein, c'est dur à dire, Lawson, hein? c'est bon, Ouais, là, ce ouais, qu'il fait c'est en ce ça. moment. Tu sais, moi, c'est le meilleur des autres là, en qualification en fin de semaine. Là. Ouais. Tu sais, on peut rien dire contre ça. Là. Moi, je Non, trouve non, que il fait bien, c'est depuis. ça. C'est ça, il fait très, très bien. Sauf que là, c'est peut-être moi, là, Mhm. mais quand je vois les Racing Bulls aussi bien placés, je vois les écuries en arrière, je me dis, il y a tellement un potentiel de croissance. Là. Tu sais, je pense à Audi notamment. Ben oui. Tu sais, Audi devrait être devant Racing Bull. Puis je vais dire la même chose pour les Williams, mais ils sont tellement en arrière que Ah. ça arrivera pas. Mais tu sais, reste que, tu sais, à mon sens, l'écurie de développement, qu'elle soit aussi bien placée de façon régulière, là, ben, moi, je le mets à la fiche négative des gens qui suivent, là, des écuries qui suivent en arrière. Mhm. Parce qu'on devrait être mieux, on devrait battre là, le Racing Bull de façon plus facile. Ben, Hülkenberg, très bien fait chez Audi, mais comme tu dis, il y a du potentiel d'aller en avant. La fiabilité est encore un problème. Leclerc, on l'a dit, a frappé le mur, donc il s'est tiré dans le pied, pas à peu près. Lindblad, t'as bien positionné. Oui, Bortoletto était là. La déception, c'est que Alpine apportait énormément d'améliorations pour la fin de semaine. On est là. Mais on est derrière les Audi, on est derrière les Racing Bulls. Tu sais, ça va directement dans ce que tu parlais. Alpine, on a un moteur Mercedes. On est plus supposé de se retrouver plus loin que ça. On a quand même 50% de la solution. Puis là, il faut juste apporter l'aérodynamisme. En plus, Colapinto devant Gasly. Ça a été ma surprise, mais aussi ma déception dans les qualifications de voir qu'Alpine, malgré qu'on voulait pousser un gros coup, se démarquer des autres, qu'on disait, mais on a fait le contraire, on s'est démarqué des autres, mais on était allé rejoindre Williams à l'arrière. Là. ouais, et les évolutions, là, ça fonctionnait pas du tout en début de week-end. Hein, les commentaires étaient très négatifs là, provenant de Exact. Steve Nielsen, le patron. Puis là, à mesure que le week-end augmente, ben, tu sais, en course, ça a mieux été. Mais la qualif, je suis d'accord avec toi, c'était décevant. Là. On aurait Décevant. dû être plus haut que ça. Colapinto, Gasly, Berman, Az, tu m'as entendu en parler cette semaine. Az qui veut pas dépasser son montant encore. Ça, c'est quelque chose qu'on va parler dans Oui. les entre-deux courses. Ça me dérange énormément. Puis c'est pas pour rien qu'on commence tranquillement, pas vite, à retrouver une position vers l'arrière du peloton. Sainz, Ocon, Albon, Perez, Bottas, les Cadillacs qui sont rendus devant les Aston Martin. On en a parlé tantôt, ça n'a pas de bon sens. Et c'est Mhm. peut-être ce qui va pousser Fernando à quitter les Verts, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on va parler du week-end de course qui avait lieu dimanche à Barcelone. On passe tout de suite à la journée dimanche, Simon, si tu le veux bien. Eh bien oui, dimanche avait lieu la 7e ronde du championnat 2026 de Formule 1. Et il a fallu attendre, mais on a enfin des gagnants qui ne sont pas de l'écurie Mercedes. On a enfin entendu l'hymne national italien, mais c'était pas Kimi Antonelli sur le podium, c'était un homme en rouge, un homme qui avait fait une tollée quand il a annoncé qu'il partirait de chez Mercedes le 1er février 2024. On a l'impression que c'est loin, hein, ça, Simon, quand on retourne là. Oui. Puis que finalement, il aura fallu attendre jusqu'en juin 2026 pour le voir gagner. Tu sais, il me semble que ça prenait personne d'autre que Lewis Hamilton pour mettre fin à la domination, ou du moins au début d'une domination Mercedes.
Le scénario a été bien écrit. Faire ça en Espagne, à un endroit qu'il connaît bien, un endroit qu'il a gagné depuis tellement longtemps. On l'expliquait dans l'épisode de vendredi, là, la séquence Verstappen-Hamilton qui avait été brisée par Piastri. Puis on en recommence peut-être une nouvelle, qui sait, avec le septuple champion du monde. J'ai envie de prendre tes émotions sur le week-end de course en général et sur cette victoire de Lewis Hamilton. Je trouve que c'est une magnifique histoire. Tu sais, c'était super beau de voir Hamilton, surtout tu sais, de voir à quel point c'était important pour lui, puis il était ému. Et honnêtement, je veux te féliciter parce que justement, dans l'épisode de vendredi, tu mentionnais qu'Hamilton avait des bonnes chances en fin de semaine. Puis moi, quand j'ai entendu ça, je faisais comme, ouais, non, je pense pas. Non, ça va être une domination Mercedes. Pas du tout. Merci à Pirelli aussi pour ça, hein. Le choix de gomme est venu Oui. vraiment aider le spectacle. Puis je veux juste souligner que, à ma grande surprise, depuis que Hamilton forme un partenariat avec Charles Leclerc sur Ferrari, Ferrari n'avait pas gagné de course avant que Hamilton gagne. Ça veut dire que Leclerc n'a pas gagné maintenant depuis quasiment 2 ans. Et Hamilton l'a battu. Et quand on regarde où on était l'an dernier, puis je me souviens dans des épisodes, on avait été très, très dur avec Hamilton, puis avec raison. Il sortait plus de Q3, là. Il était coincé là. Puis je pense que c'est à Las Vegas où il a dit j'étais pas sûr ou non si j'avais le droit de faire un dernier tour. Fait que j'ai décidé de pas en faire un parce que ça servait à rien de toute façon. On est-tu loin de ce Lewis Hamilton-là en ce moment? Là, on est-tu un nouveau Lewis Hamilton? Fait que je trouve ça, là, ce qu'on a vu aujourd'hui ou dimanche, extraordinaire. Puis tant mieux si d'autres écuries sont capables de remporter des courses cette année. Ça va juste venir pimenter le championnat. Ça va juste rendre aussi la vie plus difficile à George Russell. Mais à quelque part, je trouve qu'on a un excellent spectacle et je suis très heureux que Hamilton ait pu nous aider à avoir un bon spectacle aujourd'hui et à gagner la course. Quand on regardait Lewis Hamilton la saison dernière, précisément Vegas, je trouve que c'est un bon moment que tu viens d'encercler. On avait été sévère avec lui. Mais on le regardait, puis si je t'avais dit, ce gars-là, il y a une quarantaine d'années, tu m'aurais dit probablement, ben oui, il y a une quarantaine d'années. Maintenant, je trouve que quand on dit Lewis a une quarantaine d'années, il n'a pas l'air de ça. Il a l'air plus jeune cette année. Des fois, c'est juste, comme tu dis, ce qu'on dégage, son émotion. Est-ce que c'est l'effet Kardashian? Je ne veux pas tomber là-dedans, on ne sait pas. Mais Toto a dit que ça aidait. ça aidait. Si Toto le dit, ça doit avoir une partie. Il doit le connaître mieux que nous. Exact. Mais en tout cas, il a l'air d'un gars changé. Je pense que on a quand même failli revoir l'ancien Lewis. On l'a dit là, après le Grand Prix de Chine, j'ai trouvé qu'il y a des moments il semblait un peu découragé de la première séance de Célib. C'était à Miami ou c'était au Japon, je pense. Au Japon, la première séance de Célib, je trouvais, je m'étais mis une note, il revient négatif. Mais là, Montréal, je dis des fois, je voyais sa voiture très agressive. Monaco prenait des risques à des endroits qu'on ne le voyait plus, ce Lewis Hamilton-là, prendre ces risques-là. Puis là, Espagne, je pense que ça tombait à point. Puis quand on regarde le calendrier, ben Autriche, Silverstone qui s'en vient, Belgique, ça tombe il y a 2 endroits sur trois où ce que c'était ses dernières victoires en F1. Donc, le calendrier peut tomber dans ses mains aussi. Il y a le fait que Ferrari a apporté 11 améliorations à Miami, 8 améliorations dans le week-end en Espagne. Écoute, je l'avais dans mes notes, là, Simon. Je commençais à être inquiet parce que rappelle-toi l'an dernier, quand que Ferrari est arrivé sur le terrain de jeu, on a dit oh, on a vu que McLaren était trop fort, fait qu'on a pacté nos affaires et on a pensé à l'année prochaine. Tu te rappelles de ça? Absolument. Là, je commençais à me mettre une note pour dire avec le début de saison qu'on connaissait du côté de Ferrari, est-ce qu'on est en train d'évaluer que Mercedes est trop fort, on va pacter nos affaires jusqu'à l'année prochaine? Mais là, finalement, c'est pas le cas du tout. On a apporté, comme j'ai dit, 19 améliorations au cours des derniers week-ends de course. 19 améliorations, c'est pratiquement une voiture neuve. Puis là, ça commence à payer. Ça commence à payer parce que on voit qu'on est capable de ramener la voiture. On est capable, probablement, on a juste eu un Grand Prix, mais j'ai envie de dire que c'est probablement la voiture qui ménage le mieux ses pneus. C'est quelque chose qu'on avait vu au cours de l'année dernière, qu'on avait aussi investi dans ce domaine-là, puis on était capable de jouer à des tours à McLaren sur certains circuits. J'ai l'impression que c'est peut-être ça. On a aussi bien joué parce que autant qu'on va donner le crédit à Lewis pour tout ce qui est arrivé, 200, c'est quoi, 106e victoire en carrière? Oui, 106e victoire. C'est incroyable ces chiffres-là quand on pense à ça. Donc, 106e victoire. Donc, tout ça, l'ampleur de gagner chez Ferrari, mais il faut aussi saluer que Ferrari a pris une bonne décision côté stratégie. Puis j'aimerais ça, quelqu'un pose la question à Lewis, ça venait de où partir avec les gommes tendres? Parce que ce que ça a changé, Simon, c'est que ça a mis Mercedes dans les câbles. Mercedes qui partait en gomme médium,
n'avait pas envie de s'arrêter après 12 tours, on est obligé de le faire au 14e parce que sinon, on serait probablement fait avoir parce qu'on sait que la coupure d'en dessous, la undercut, est Oui. très payante en Espagne. Donc, j'ai trouvé qu'on a attaqué du côté de Ferrari. On a mis Mercedes dans les câbles. Donc, Russell a été obligé de répondre. On se rappelle l'arrêt au 12e, on répond au 14e. Oui. Après ça, Lewis arrête au 28e tour. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se débarrasse des gommes dures pour changer, qu'il y ait une différence au niveau des pneus. Ce que ça fait, c'est que ça place Lewis en gomme médium pendant que les Mercedes se défendent en gomme dure. Oui, il y a eu la voiture de sécurité. J'entends les gens déjà, là, les auditeurs dire, ben là, Martin, n'oublie pas que la voiture de sécurité a pesé dans la balance. Je suis d'accord, ça a tombé dans leurs mains. Sauf que on avait déjà mis Mercedes sous tension. Puis la voiture de sécurité, c'est juste venu aider le fait que le seul plan que Mercedes avait, c'est de dire, ben nous, on a des gommes dures qu'on met après Lewis parce qu'on a arrêté au 30 quelquetième tour puis on avait arrêté du côté de 28 du côté d'Hamilton. Donc, ça donnait une chance à Mercedes de dire, ben nous, on va avoir la durabilité puis on va venir rechercher Lewis à la fin. Ben là, la voiture de sécurité permettait à annuler tout ça parce que ça permettait à Hamilton de mettre des gommes plus récentes que ceux de ses adversaires. Mais le fait qu'on a décidé de jouer en gomme tendre pour se donner une option de finir en médium, je salue la décision de Ferrari. On n'est pas les seuls à l'avoir fait, mais on aurait pu jouer conservateur. Là, on part deuxième, on n'a pas de risque à prendre. On va faire la même affaire que Mercedes. Non, depuis le début de l'année, ça a été ça le problème. Il y a une bonne décision, une bonne stratégie possible. Tout le monde fait la même affaire, puis Mercedes s'en sort vainqueur. On n'a pas tombé dans ce piège-là du côté de Ferrari, puis ça, il faut le saluer. Puis je pense que depuis que Frédéric Vasseur est là, quand on a une possibilité de remporter l'épreuve, on essaye. Et je reviens loin en arrière, mais la fameuse année 2023, Carlos Sainz à Singapour, on sentait qu'on avait une chance de gagner cette course-là parce que c'est l'année où Verstappen a gagné presque tous les Grands Prix. Mais là, on avait visé, on donnait une chance en fin de semaine, puis on y va, et on avait gagné de cette façon-là. Et là, je pense qu'on a fait un peu le même genre de pari aujourd'hui en Espagne. Et dans ce que tu as dit, je trouve ça plusieurs choses intéressantes. La stratégie, je suis d'accord avec toi. Et je pense que chez Mercedes, au début de la course, moi, je n'étais pas inquiet. Je voyais George Russell rouler, il gère ses pneus. Mais si tu décides de gérer tes pneus, il faut pas que tu arrêtes tout de suite après que Lewis a arrêté alors que Mais lui non. est en tendre puis toi, tu es en médium. Ben non. Alors, je comprends pas. Et je pense pas que ça vient juste du pilote. On a comme eu trop peur que Lewis passe devant et qu'on soit coincé derrière lui à ce moment-là. Alors, c'est comme une démonstration qu'on se doutait qu'on aurait de la misère à le dépasser. Alors, on a décidé d'arrêter tout de suite pour justement éviter qu'il bénéficie du fameux undercut. Alors, j'ai trouvé que chez Mercedes, on avait une stratégie qu'on a décidé de ne pas suivre parce que, tu l'as dit, Ferrari nous a mis dans les câbles. Donc, c'est Ferrari qui avait comme la main haute stratégiquement pendant la course de dimanche. Ça, je trouve ça très intéressant. Autre chose, la voiture de sécurité virtuelle, oui, elle a facilité la victoire d'Hamilton parce qu'il est venu en quelque sorte la concrétiser. Mais quand on regarde le rythme de la fin de course, Oui. je pense que même si Hamilton était sorti derrière les deux Mercedes qui devaient rouler 30 tours sur leur dernier train de pneus, je pense qu'ils auraient dépassé quand même. Là. Puis on a vu qu'Antonelli a dépassé Russell, donc je pense que Hamilton aurait dépassé Russell, puis Antonelli aurait-il abandonné? Probablement. Et même à ça, je pense qu'il l'aurait dépassé. Et finalement, je vais te citer Lando Norris qui a dit après la course, une chance que Ferrari n'a pas un moteur si puissant que ça parce qu'il dominerait facilement depuis le début de la saison. C'est le meilleur châssis. Ils sont les plus rapides en virage, puis c'est même pas serré. Et je te souligne que Ferrari pour amener 2 améliorations au bloc motopropulseur grâce à la duo dont on a parlé la semaine dernière, puis tu as parlé avec François vendredi. Ouais, c'est incroyable parce que on l'a vu à Montréal. Moi, je suis resté accroché là-dessus, le fait qu'on pouvait rayer le secteur 3, dire on n'est pas compétitif là-dedans. On l'avait vu à Miami aussi à cause des problèmes de traînée, à cause de la vitesse de pointe qu'on n'a pas. Mais on était capable, dans le secteur 1 puis dans le secteur 2, combler tout l'écart qu'on perdait dans le dernier secteur. Donc, je me dis, on arrive en Espagne, on devrait être capable de bien s'en sortir. C'est juste de ça, des virages. Finalement, en plus, on a contribué à améliorer la voiture, mais j'ai quand même l'impression que Mercedes avait une possibilité de se faciliter la tâche en fin de semaine, de peut-être gagner pareil, sauf qu'on a joué exactement dans les mains de Ferrari. On a On est paniqué. tombé dans le piège. On est tombé dans le piège, on a paniqué au Ouais. début. Puis plus tard dans la course, on a fait. Là, on s'est comme ressaisi, puis on a dit, ah, ben là, on va faire le contraire, on n'arrêtera pas. Puis là, on a laissé
Russell puis Antonelli se battre en piste pendant que Lewis roulait à peu près 2 secondes plus vite qu'eux autres autour. Oh, je comprends qu'on voulait peut-être pas interférer, mais écoute, il me semble que j'aurais pris le téléphone puis je n'aurais appelé rien qu'un au puits. Ça aurait réglé le cas. Appelle Russell, laisse Antonelli rouler en avant. Non, on essaie de faire la même stratégie pour les deux, mais avec 2 tours d'écart. On n'a vraiment pas bien géré la situation. Puis on a toutes les données du côté d'une écurie de Formule 1. On a tout ça. Mhm. J'ai l'impression que quand on va prendre le temps de décompresser et de tout regarder ce qui s'est passé en fin de semaine, on va s'en vouloir du côté de Mercedes. J'ai l'impression qu'il y a un Ouais, calcul ah oui. mathématique quelque part qui donnait la victoire à Mercedes, mais on l'a juste ignoré. Ou on a décidé de dire, puis je salue ça aussi, de dire, ben, on est plus fort, à eux de venir nous battre, mais on s'est fait battre. C'est ce Ben, qui on s'est... est plus fort, ça compte, tu sais. Mais là, entre les pilotes, tu peux les laisser se battre. Mais quand la bataille entre tes deux pilotes fait en sorte Ouais. que l'écurie perd la course, ça change la donne. Puis Toto Wolff l'a dit plusieurs fois après la course. Il considère que Mercedes, les deux, là, ont perdu 5 à 6 secondes dans leur bataille là, du milieu de la course. Au moment où, justement, tu l'as dit, Hamilton là, grugeait 2 secondes autour. Donc, tu sais, parallèlement, il en perdait aussi parce qu'Hamilton était plus rapide. Donc, on s'est privé de plusieurs secondes. Ce que ça peut emmener, c'est qu'on va probablement vouloir peut-être imposer des règles. Ou, et là, moi, c'est-tu à quoi j'ai pensé quand j'ai vu ça? Mhm. Orange papaye. Puis là, je sais que tu fais des boutons, là. Mais l'année Ouais. dernière, avec Andrea Stella, on aurait dit, les gars, là, on est en train de perdre la course. Donc, vous pourrez vous battre dans les 10 derniers tours si vous voulez, mais à ce stade-ci, là, on va se concentrer sur s'assurer de sortir des puits devant Hamilton. Là. Mhm. Et là, on ne l'a pas fait chez Mercedes, puis probablement qu'on a perdu la course à cause de ça. Ouais. Mais moi, je trouve que en plus, on avait le beau jeu. On n'était pas obligé d'inventer un livre de règlement. On avait juste besoin d'en appeler un au puits. C'était simple comme Ouais, ça. mais qui? C'est ça l'affaire. Ouais, mais tu donnes la chance à Russell de choisir. Si tu as un gars proactif Ouais, comme ingénieur, une coupe de tours avant, tu peux commencer à expliquer la stratégie. De dire à George, écoute, Lewis vient d'arrêter. Il fait des tours, il enregistre des tours en. Tu sais, je sais que c'est beaucoup de données, mais il y a des ingénieurs qui sont capables de le faire. On voyait Will Joseph le faire avec Lando Norris l'année dernière. ouais, Lui c'est expliquer vrai. c'est si c'est ça qui se passe, qu'est-ce que tu veux? Tu veux jouer la game de rattraper, courir après Lewis, ou tu veux jouer la game de Lewis va courir après toi? À toi de choisir un ou l'autre, celle que tu choisis, moi je donne l'autre stratégie à Kimi. Ben, on a décidé de les laisser parce qu'il y a eu 2 rondes. Il y a eu la première ronde, on s'est battu. Puis après ça, on est ressorti, là, puis on s'est rebattu encore. Puis c'est là que le moteur à Ouais, Kimi a lâché. Mais j'ai envie de ouais. te dire quelque chose, Simon. J'ai envie de faire un lien qu'on peut peut-être pas encore faire, mais j'ai pas le choix parce que c'est arrivé 2 fois. C'est 2 fois que les Mercedes se battent en piste, puis il y en a un des deux qui doit abandonner. Parce qu'il y a le software, là, le Ouais, programme. ouais, le logiciel. Ouais, merci pour le mot. Le logiciel se met à zéro, se ferme, s'éteint, puis là, ça arrête. Euh, Mhm. c'est un pensée si bien, ça, là, pour le reste de l'année, parce que je sais qu'on va trouver des solutions à ça, on ne voudra pas étirer ça, mais c'est 2 fois en 3 Grands Prix où on se dispute vraiment une guerre entre les deux voitures, mais ça peut arriver que ce soit avec n'importe quel auto, mais c'est que quand la Mercedes tombe en mode combat, là, on va dire, Ouais. il y a des chances qu'elle s'arrête. Je C'est trouve comme si ça, on la poussait trop, là. Tu sais, on en ouais, demandait trop à la voiture dans un court laps de temps, puis là, il y a le logiciel cassait. c'est ça. Fait que je trouve que c'est inquiétant, ça, parce que j'ai pas, en mettons, ils vont jamais sortir publiquement pour le dire, mais si je suis Toto Wolff, je vais éviter ce genre de combat-là en piste puis essayer de trouver une façon peut-être de justement être plus performant en qualification en attendant qu'on trouve des solutions à ça. Parce que moi, je trouve ça assez inquiétant de dire aussitôt qu'on se bat en piste, ben, il y a une chance sur deux que ça arrête, là. Ben, Donc, c'est un excellent point, puis ça vient ajouter justement à Toto Wolff qui disait, tu sais, c'est correct de laisser nos pilotes se battre, mais si ça nous fait perdre des courses, c'est une autre histoire, puis c'est un élément supplémentaire que tu amènes. Et là, en ajoutons à ça la très agressive façon de piloter de Antonelli qui fait en sorte que si ça continue, moi, je suis sûr qu'à un moment donné de cette saison, si c'est encore 15 Grands Prix comme ça, il y aura un accrochage entre les deux à quelque part. ouais. C'est sûr, sûr, sûr. Donc, ça, on sait que Mercedes veut éviter ça. Alors, raison de plus. Fait, je ne le souhaite pas parce que ça donne un excellent spectacle. Mais Mercedes a de plus en plus de raisons de dire vouloir invoquer des règles d'équipe. Et si jamais on fait ça, ben, ça risque de faciliter la vie d'Antonelli, là, qui est largement en avance au championnat. Est-ce qu'on peut dire que c'est officiel que Ferrari n'a plus son avantage des départs? En tout cas, discours de Officiel. Ah officiel, oui, hein? oui, je Ouais. m'attendais à ce qu'il passe en tête cette fois-ci, puis c'est pas arrivé, donc je suis officiel. Même avec 600 mètres. Donc,
les autres équipes, avec l'aide de la FIA, ont réussi à corriger cet avantage-là. J'ai Mhm. l'impression J'ai l'impression qu'on s'en plaindra pas trop du côté de Ferrari parce qu'on se dit ben, c'est le premier Grand Prix où on peut dire officiellement qu'on n'a plus l'avantage des départs, puis c'est la première fois qu'on gagne cette année. On peut peut-être concéder ce qu'on avait pour l'avoir à place de l'avoir dans les 5 premières secondes de la course, mais j'imagine qu'on aime mieux l'avoir pendant 1 heure et demie. Ben, c'est Mais, ça. C'est mieux de euh, mener le dernier tour que le premier, hein? Ouais, c'est la meilleure façon de le résumer, Simon, tu as bien raison. Ça donne des meilleurs résultats, en tout cas. Ouais. Si on regarde dans l'ensemble, je sais qu'on parle d'eux parce que c'est gros ce qui est arrivé, Lewis gagne la première fois et tout ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une course au titre à 3 ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a une course au championnat constructeur, même si Mercedes a pris énormément d'avance, c'est quand même 6 courses. Puis j'ai eu l'impression que George Russell, sur le podium à la fin, là, réaliser encore plus de dire la, la fenêtre d'opportunité que j'avais de me sauver avec le titre, avec l'avantage Mercedes de début de saison, qu'on relie ça au taux de compression, qu'on relie ça au meilleur développement qu'on avait fait, au meilleur moteur, peu importe, même si tu comprends ce que je veux dire, que là, si on Oui. peut dire officiellement aujourd'hui que c'est terminé, donc tout ce que George aurait pu bénéficier, il ne l'aura pas eu, puis là, il doit se battre en plus contre Lewis Hamilton maintenant. Ça, c'est fort possible qu'il ait pensé ça. Puis c'est fort possible que chez Mercedes, on ait pensé justement avec les abandons quand même de Russell à Montréal puis d'Antonelli, on a laissé aller des points qui nous auraient permis d'être largement en avance dans le championnat des constructeurs. Pour moi, cependant, on est encore trop tôt pour que je puisse aller là. Et je suis bien conscient là, que Lewis Hamilton est à peu près 40 points d'Antonelli, mais si c'était Russell qui était à 40 points, je te dirais pas encore assez proche. Il faut qu'il se rapproche davantage, fait que je vais te dire la même chose. Oui. Puis moi, je pense que tu me connais, hein, je l'ai dit souvent, puis je pense encore à la même affaire que Lewis n'aura pas de 8e titre. Puis Ouais, exact. tant mieux s'il me fait mentir parce que ça va faire ça va vendre de la copie, puis ça va faire une belle histoire. Ça va être bon pour la Formule 1 s'il gagne. Je suis d'accord avec ça, OK? Sauf que s'il y a une lueur d'espoir pour les partisans d'Hamilton, c'est que Ru- Mercedes n'est pas fiable pour l'instant. Puis en plus, Russell ou Antonelli, on ne sait pas comment ils vont réagir. Puis je mets George là-dedans parce qu'on a vu depuis le début de la saison qu'il n'est pas parfait non plus. Puis Kimi, si on commence à punir un peu plus les styles agressifs, on l'a vu encore très très près de prendre une pénalité pour les limites de la piste au virage 10. En fait, il l'a eu, hein, il lui a décerné après course. On lui a donné après, OK, ben c'est ça. Oui. Fait que là, il va falloir qu'il purge au prochain Grand Prix. Non, on lui a rajouté 5 secondes à son temps, même s'il n'a pas terminé la course. Ah, on était gentil. OK, on était Oui. gentil. Ouais, OK. Ouais, c'était pas pour avoir causé une collision, donc dans ce moment-là, c'est vrai, on laisse tomber ça. En tout cas, mais au moins, on lui a donné pour la forme. Donc, mais ça coûte pas de points, ça, de mémoire. Pas de points sont permis. En tout cas. Mais ça pour dire, Mais euh, reste que c'est vrai qu'il doit se surveiller. oui, Il y a peut-être. En tout cas, on verra. Si le Ferrari se met à gagner des courses régulièrement, je te dirais qu'il va devoir demeurer agressif. Sauf qu'avec toute l'avance qu'il y a au championnat, il n'y a pas nécessairement besoin en non, ce moment là, d'être agressif comme ça. non, c'est ça qu'il va peut-être réussir à comprendre. Mais moi, ce que je trouve, c'est son style de pilotage agressif. Si on commence, Pirelli a commencé à lancer des balles courbes. Souvent, c'est à cause de la production. Les pneus du début de la saison avaient sûrement été prédéterminés. Puis là, on peut commencer à jouer un peu avec les recettes. Mais en fin de semaine, si c'est ce qu'on voulait du côté du manufacturier italien, c'est de lancer des balles courbes, forcer peut-être une stratégie à 3 arrêts. Même à un moment donné, on en a pas. C'était d'un plan. Là, on les a vus, les stratégies de 3 arrêts. On en a eu 2 sûrs, puis il y a eu de la gestion de pneus. Il y en a peut-être qui aiment ça ou qui n'aiment pas ça, mais c'est quand même venu pimenter le Grand Non, Prix. Là. moi, je trouve que ça a donné un excellent spectacle. Je suis Ouais. content que Pirelli ait fait ça en fin de semaine. Et j'aurais peut-être dû faire la recherche, mais je me souviens pas la dernière fois qu'un pilote a gagné avec une stratégie à 3 arrêts. Ça doit faire longtemps, là. Et Hamilton l'a fait, puis ça prenait de l'audace, il Ouais. fallait être agressif et moi, je ne peux que souligner. J'espère que Pirelli va nous emmener des balles courbes comme ça plus souvent. Ben, j'ai aimé on a vu les gommes tendres pour commencer. C'est quelque chose qui se perdait un petit peu en Formule 1. Je l'avais déjà Mhm. expliqué même à des auditeurs qui m'avaient posé la question de pourquoi on ne fait pas ça. Ben, un, il faut que tu sois sûr de ce que tu vas gagner en le faisant. Puis deux, il faut que tu aies assez de place pour essayer de compléter un dépassement au départ. Ça n'a pas joué comme ça du côté de Lewis. Mais où est-ce que ça a été payant, c'est qu'on savait qu'on arrêterait avant les Mercedes. Puis là, comme on l'a dit tantôt, on est tombé dans le piège. Donc ça, j'ai aimé ça. On a forcé l'autre écurie à faire quelque chose. C'est comme Red Bull faisait dans le temps. Red Bull était reconnu Oui. pour ça, de faire différent que les Mercedes, différent que les Ferrari, pousser tout le monde finalement à prendre des
décisions ou à faire des choses qu'on n'avait pas prévues. Puis là, ben, si tu les prends à contre-pied, tu les emmènes sur ton terrain, puis tout d'un coup, tu vas voler des podiums ou voler des victoires comme ça. Mais en tout cas, j'ai aimé ça du côté de Ferrari, ce qu'on a Et fait. sais-tu ce que j'aurais aimé chez Mercedes? Ouais. Et j'y ai pensé quand il y a eu la voiture de sécurité virtuelle, qu'on se doutait là, que Lewis sortirait avec des pneus frais, alors que les Mercedes allaient essayer de faire durer leurs pneus jusqu'à la fin. Il restait une vingtaine de tours. Tu concèdes la première place à Lewis Hamilton, mais tu joues le même jeu que lui. Tu rentres au puits, tu mets des pneus neufs sur les deux voitures, puis tu dis allez-y les gars, Ben vous oui. avez 20 secondes de retard, rattrapez-le. Ouais. Et on aurait peut-être eu plus de chances de gagner comme ça. Non, c'est ça, on n'a pas. Ben, là, on a appris. Je pense qu'on pense encore, tu sais, je l'ai déjà reproché à McLaren par le passé, ben, dans les dernières années, que je me dis, vous avez la meilleure voiture, pourquoi vous tombez dans le piège? Là, je pense que Mercedes a peut-être dit, ben, on va les laisser venir à nous, mais le problème, ils sont venus à eux puis ils ont battu. Fait que là, je vais être moins critique avec eux. On va voir comment Ouais, on je va comprends. construire notre stratégie les prochaines semaines. Mais on s'est fait surprendre en fin de semaine, j'ai envie de dire ça. On a pensé qu'on était correct, finalement, on ne l'était pas. Là, ça reste de voir comment on va construire là-dessus. Et j'ai envie de t'entendre sur de quoi, Simon. Grand Prix Mhm. d'Espagne, l'année dernière saison, on a vu beaucoup de dépassements à la fin du virage 1. Cette année, ça ne marchait pas. Je pense qu'on a donné trop de momentum au virage 13. On donnait le boost, là, l'activation Ouais. avant le virage 13. Après ça, le pilote qui était à moins d'une seconde avait un boost. Puis après ça, on ouvrait les ailerons dans le mode ligne droite. Mais ça, tout le monde là. J'ai l'impression qu'on n'était pas capable de créer. Et moi, j'ai pas vu le nombre, tu sais, le nombre de tentatives qu'on avait de freiner plus loin au virage 1. Je te rappelle de mémoire. Oui. La Stack avait battu Lewis Hamilton l'année passée. Hey, c'est Oui, là, oui, je me souviens très bien de ça. hey, c'est fou. Il y a un an, peut-être Ouais. pas jour pour jour, Lewis Hamilton se faisait battre par une Sauber au fil d'arrivée. C'est incroyable. Puis là, il vient de gagner. Le lien vient de me revenir comme ça. Mais en tout cas, ça pour dire. Mais en échange, on a eu des dépassements à l'extérieur dans le virage 4 deux fois sur Piastri. Donc, tu sais, euh, il y a plus qu'un endroit où dépasser maintenant à Barcelone. Donc, Ouais. j'aime mieux ça comme ça. OK. Mais tu penses que c'est quelque chose que. Tu sais, on a joué avec les distances de DRS à un moment donné pour essayer Mhm. d'aider ou de pas. J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qu'on va jouer. On n'était pas capable de construire assez de momentum pour compléter des dépassements au bout de la ligne droite. C'est juste un petit commentaire que je me suis mis, que peut-être qu'il ne faudrait pas être surpris si dans les prochaines semaines, aux prochains mois, on commence à jouer peut-être avec le boost qu'on donne pour essayer Oui, justement c'est possible, ouais, effectivement. surtout que là, tout le monde ouvre ses ailerons. Fait que là, sans que ça devienne artificiel, mais qu'on ait encore un petit dispositif pour essayer de créer quelque chose, sans que ça fasse des dépassements gratuits. Mais là, je pense que la personne qui suivait elle n'avait pas assez pour essayer quelque chose. Si on Bon continue point. dans le classement, Norris, j'ai trouvé que McLaren, on ne peut pas dire rien reprocher à Lando parce que dans le fond, on a pris ce qui nous revenait en fin de semaine. On n'était pas la première écurie, on n'était pas la deuxième écurie. On était probablement la troisième, pas mal ça, la troisième. Puis on a réussi à ramasser les pots cassés. Je trouve que Lando a fait une bonne course. Puis du côté de McLaren, on a géré ça comme on pouvait. Puis on se dit, c'est une nouvelle réalité en F1. Avant, c'était pas ça, là, les dernières années. Mais ça arrive des abandons. Donc, on a resté là. Finalement, Norris finit sur un podium. J'ai envie de dire qu'on a maximisé le résultat qu'on avait de possible dans la voiture. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit et je souligne que je me réjouis du retour de l'abandon mécanique en Formule 1. Ouais. Ça vient ajouter une dose d'incertitude et c'est sûr que c'est plate quand c'est toi qui es frappé là, ou quand c'est ton pilote préféré. En même temps, c'est ça. Ça vient ajouter ce point d'interrogation, ce suspense jusqu'à la fin. Puis McLaren, surtout Lando, là, plus que Mm-hmm. Piastri, je pense qu'il a donné le mieux que l'écurie pouvait aller chercher ce dimanche. Tu te rappelles avant, dans l'année, les époques d'abandon que tu fais référence, que tu appréciais, Mhm. il y a des gens qui aimaient dire que ça finit par se balancer un petit peu, même s'il n'y a pas de mathématiques claires. Sauf que l'année dernière, quand Norris avait eu son abandon, je me rappelle, tu avais dit que c'est plus vraiment vrai, ça, parce que C'est vrai. ça se rebalance plus. As-tu l'impression que ça revient? Parce que là, tu as vu Russell à Montréal, c'était la fin du monde, c'est épouvantable, pourquoi ça tombe juste sur moi? Boum! Ça tombe sur Antonelli quelques mois. Tu sais, je le sais qu'il n'y a pas un bon Dieu qui va tout prendre ça en note puis mettre ça égal à la fin de l'année. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a il y a un certain ascenseur ou un balancier qui revient un peu plus cette année. Norris serait probablement pas d'accord avec moi puis trouve que Piastri est dû pour un abandon, mais j'ai j'ai- Piastri en a eu cette année des abandons, oui, là. oui, c'est ça. Il y en a eu aussi en début. Il y a eu son lot. Fait que c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que faut pas virer fou avec ça. Tu sais, Ah oui, Verstappen. Ouais, habituellement, ça finit par se balancer. C'est sûr ouais. que c'est pas calculé, là. Mais sur une saison de 20 quelques grands prix,
Ça me surprend. Ça s'est déjà vu dans l'histoire, mais c'est rare que c'est toujours le même pilote qui est frappé par la malchance. Tu sais quoi qui Alors, m'a j'appuie ce que tu dis. Tu sais quoi qui m'a inquiété Mercedes de cet abandon-là? C'est que Monaco est reconnu dans le calendrier pour qu'on prenne des vieux moteurs. Parce que ça donne rien. T'as pas Mhm. d'avantage. Il n'y a personne qui veut mettre. En plus, où ça tombait dans le calendrier cette année, c'était juste bizarre où ce que tu arrives t'arrives à la cinquième. T'arrives à ouais, à la cinquième course. Sixième, Monaco? Montréal était la cinquième, Ouais, donc excuse, t'arrives Monaco à la la sixième. sixième course. Normalement, c'est là que tu voudrais changer ton moteur. Mais là, tu le fais pas parce que ça donne rien d'en mettre un nouveau à Monaco. Fait que là, je te dirais que 99% des écuries, bon, pour ne pas dire 100, avaient des nouveaux groupes motopropulseurs en fin de semaine. Donc, moteur flambant neuf probablement dans la voiture d'Antonelli ou des composantes très neuves, très récentes qui viennent d'arrêter d'un coup. C'est inquiétant. Tu sais, Red Bull, le moteur a lâché, mais on savait que c'était le plus vieux moteur qu'on avait. Là, on l'avait depuis le début de l'année. Verstappen l'a même dit qu'il était quasiment Fred Flintstone. Là, c'était Tant que pas c'est pas mal. les freins Fred Flintstone, là. Ouais, c'est ça. C'était pas mal terminé. Fait que je trouve que c'est inquiétant pour Mercedes de dire c'est un moteur neuf quand même qu'on vient de perdre. Fait que Oui, j'ai hâte. oui, mais Ouais. moi, j'aime ça. Tu sais, la course au Ouais. développement te force à aller plus loin, puis là, tu joues pas sécuritaire. Donc, en poussant, des fois, la fiabilité écope. Mhm. Et ça prouve que Mercedes sent une pression malgré tout. Puis la bonne nouvelle, c'est que nos améliorations qu'on va avoir, ou notre amélioration qu'on va pouvoir mettre sur la voiture, peut-être qu'on va décider de ne pas la mettre en performance, mais de la mettre en durabilité. C'est peut-être quelque chose qu'on va décider. J'imagine que non, là, parce qu'on va travailler à l'interne pour la durabilité, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on pourrait voir. Hamilton gagne, Russell deuxième, Norris troisième, Verstappen il finit quatrième. Je disais que McLaren a ramassé ce qu'on pouvait ramasser en fin de semaine. J'ai envie de dire que ça se prête aussi aux Néerlandais. Quatrième chez Red Bull. C'est sûr qu'on peut dire un pas en arrière. On était sur le podium dans les dernières semaines, même si à Dior, on n'est pas sûr encore. Euh, mais j'ai l'impression que c'est quand même positif chez Red Bull, puis qu'on s'attendait à pas être bon pour gérer nos pneus. On n'est pas les meilleurs, mais on n'est peut-être pas aussi pire que ce qu'on pensait. Y a-t-il une course où on a moins vu Max Verstappen que celle Ah, de celle-là, l'Espagne? ça fait longtemps. Depuis le début de sa carrière, je me rappelle pas l'avoir vu autant que ça. Ouais, on l'a pas Ouais. vu du Ah tout, ouais. hein, je pense. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça n'a pas été payant Déjà pour les là, c'est commanditaires. surprenant. Si on prend les commentaires au début de la fin de semaine, là, on était super mécontents de la voiture. Habituellement, on trouve le moyen de s'améliorer beaucoup, beaucoup pendant la fin de semaine. Puis là, on a peut-être l'impression que ça a été moins le cas en fin de semaine. Mais malgré tout ça, il termine quatrième. Donc, tu sais, je pense que c'est positif. Piastri, cinquième, lui, je pense que tu sais, c'est ça. Ça a été une course où on Alors, les. Piastri, à un instant, là, je trouve qu'il est effacé comme ça se peut pas. Là. Ouais. Mais il était là, en fait. Euh, Dans le qualif, il était là. Il a disparu en Q2. ouais, On mais l'a encore, pas ça, on l'a revu. pas vu. C'est ça, on l'a pas revu depuis la Q2. Il y a peut-être quelque chose qui allait moins bien sur sa voiture, mais je me demande si Piastri, c'est pas le genre de pilote que quand tu es au sommet puis tu es en premier, il est capable d'aller encore plus loin. Mais que quand t'es plus dans le milieu de peloton, c'est difficile, là, il y a plus de misère à déployer ses ailes, puis on le Mhm. voit moins. Alors, tu sais, il est encore super jeune, là. Peut-être que c'est trop tôt pour porter un jugement comme ça. Mais c'est le feeling que j'ai quand tu regardes depuis à peu près la mi-saison de l'an dernier, depuis le fameux abandon dont tu parlais tantôt à Norris, puis qui avait gagné la Hollande, puis il est revenu, puis je pense qu'il n'a pas gagné une course depuis ce temps-là. Ouais. Là, en fin de semaine, il aurait pu gagner au Japon. Donc, tu sais, je ne veux pas dire que c'est tout mauvais cette saison, mais depuis le retour là, de la pause, il se fait manger par Norris. C'est drôle. Tantôt, tu parlais de Norris qui fait bien. J'ai l'impression que Norris, il me rappelle. Tu sais, Lando, on le trouvait bon dans le temps quand on s'attendait à rien de lui. Tu sais, Ouais, qu'il était dans une McLaren, puis là, tout d'un coup, quatrième, Lando, wow, quel pilote. Cinquième, Lando, wow, quelle course. Sixième. Tu sais, puis là, on dirait qu'il retourne dans cet élément-là où on s'attend pas qu'il fasse la pole, on s'attend pas qu'il gagne la course, on s'attend même pas nécessairement qu'il soit obligé de finir sur un podium. Puis là, il finit sur le podium, puis on fait comme bravo Lando. On dirait qu'il est bon dans cet élément-là. Pas trop de stress, puis là, il sort le meilleur. Puis Piastri, c'est peut-être l'effet contraire. C'est le gars peut-être qui manque de motivation en ce moment. Tu sais, autant que Oscar, on se dit, ben, il est jamais trop haut, jamais trop bas. Mais peut-être que c'est un défaut aussi. Peut-être que Piastri, à certains moments, devrait avoir un peu plus de chien à la Verstappen ou à la ouais, ouais, Leclerc. ouais. En ce Ouais, moment, j'aimerais ça sentir plus de hargne, tu sais, de qui bien kick une faire. Là, on a poubelle. l'impression que il a amené la voiture à peu près là où elle devait être, puis tu sais, c'est pas plus forcé qu'il faut, puis il finit cinquième. Mhm. Puis tu sais, c'est ça. Puis si vous n'êtes pas content, donnez-moi une meilleure voiture, je vais en faire gagner, mais en attendant, bof.
Ouais. Ben, c'est ça, on va le dire à Oscar. Kick une poubelle ou brasse un physiothérapeute. Hein? Comme Lance Stroll. Ça va brasser un physiothérapeute. Là. Montre-nous que ça te. Ça a Ouais, servi à. exact. Montre-nous que tu veux, là. Les physiothérapeutes qui nous écoutent vont faire. C'est quoi, quel genre de message qu'on envoie au F1 Podcast? Mais oui. Piastri, Hadjar, qui réussit à terminer sixième, numéro 6, qui finit sixième pour lui. Ensuite, Gasly, Lawson, Lindblad, Colapinto. J'ai pris dans un bloc parce qu'il faut que j'avance. Puis, Mhm. quel revirement de situation quand même pour Alpine. On l'a dit tantôt, on s'attendait à gros en fin de semaine. Finalement, dans les qualifs, je trouve qu'on était nulle part. Puis là, dans la course, ben, on réussit quand même à venir marquer des points avec deux voitures. Bien sûr, il y a eu l'abandon d'Antonelli, ça ouvre la porte, mais quand même, puis il y a eu une pénalité de Colapinto, parce que Colapinto avait mieux fait que ça. Là. Finalement, il a été rétrogradé à la 10e place après la course. Mais quand même, qu'on réussit à marquer des points dans un week-end où ce qu'on se cherchait complètement, je trouve que c'est signe qu'il y a un peu de potentiel chez Alpine. Là. Ben oui, je suis d'accord, mais encore là, je reviens à ce que je disais. Les Alpines sont là, les Racing Bulls sont là, mais je regarde Ouais. Audi qui est derrière et je me dis, je peux pas croire qu'Audi trouve pas le moyen d'aller se mettre là-dedans. En fait, ils y étaient là, jusqu'à ce que Hülkenberg abandonne, puis un abandon assez étrange, on y Ouais. reviendra. Ouais. Mais reste que, tu sais, il me semble que Audi, là, peut-être trop vite, là, peut-être que ça fait juste 6 Grands Prix puis que je leur en demande trop. Mais il y a une expérience de course Audi depuis des décennies dans d'autres séries. Donc, j'aimerais ça voir davantage de vigueur ou d'aller chercher ce potentiel-là pour être dans les points plus souvent. Non, tant mieux pour les Racing Bulls, tant mieux pour les Alpines. Les Alpines, c'est le moteur, puis il y a un bon châssis quand même. Donc, et il y a un très bon pilote en Pierre Gasly. J'écoutais ton ami Jacques, justement, en fin de semaine, je le disais, puis Oui. lui, il valorisait ce que Audi fait. Il trouve que Audi fait bien depuis le début de l'année, puis tout ça. Puis tu sais, c'est un peu ce qu'on a dit à certains moments, qu'il y a du potentiel, mais comme tu dis, c'est jusqu'à où qu'on attend, quand est-ce qu'on va l'extraire, ce potentiel-là. Moi, ce que je crois, c'est qu'on a tellement de problèmes de fiabilité qu'on ne peut pas demander ce qu'on voudrait demander au moteur. Puis c'est ça qui Ouais. cause des problèmes présentement. Probablement que même Red Bull est peut-être dans cette situation-là de dire on a un compromis à prendre. Soit on le met au maximum, le moteur, puis on termine pas, on n'accumule pas de données, puis on développe pas, ou on en demande plus, puis on prend ce qui vient à nous. Du côté de Red Bull, je pense que faut être un peu plus vigilant parce qu'il y a des points à aller chercher, puis tu peux pas tout sacrifier au nom de la performance. Mais du côté d'Audi, j'ai l'impression on fait peut-être le compromis de dire ben, on va baisser le moteur, puis on s'en fout de pas ramasser des points ou d'être à la porte, mais on veut ces données-là parce qu'ils sont très, très importantes au développement et à l'avenir de notre écurie. Est-ce que tu achètes cette idée-là? Ben oui, c'est très possible. Et ça serait logique si tu veux faire un gros bond en avant à un moment donné avec des développements. C'est sûr que ça te prend ces données-là. Donc, oui, oui, je vois du bon sens à ce que tu dis. Si on regarde le reste du classement rapidement, Audi, je vais en parler parce que tu l'as dit quand même. C'est Lawson qui a fait une sortie de piste, a envoyé un nuage de roches sur la voiture de Hülkenberg, puis il y a une switch ou un interrupteur que notre ami Pascal Loyer-Durand sait exactement il est placé où, parce que c'est pour, normalement, les signaleurs, pour mettre la voiture, on appelle ça une kill switch, là, une switch de Mhm. ferme tout, là, en tout cas. Alors, en bon québécois, on dirait le breaker. En tout cas, tu fermes ça, puis ça éteint tout sur la voiture. Ben, c'est ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, là, il y a des roches qui sont allées, les chances là, que ça allait frapper là, puis ça a mis la C'est voiture. incroyable, ça. C'est incroyable. C'est ça. Tu sais, on va dire, ah, ça va mal, Audi, ou on a des problèmes de fiabilité. Et ça, malheureusement, on n'a rien fait de mal là-dedans, puis notre moto a arrêté. Puis ça paraît mal, parce qu'il y a bien des gens, peut-être, qui n'ont pas entendu c'était pourquoi l'abandon, puis pensent, ah, c'est encore Audi. Pour ça que je trouve ça le fun que tu l'as apporté, tu me l'as rappelé, puis je vais le mentionner aux gens oui, on a eu ça, mais c'est vraiment. Tu sais, quand on pense qu'il y a des malchanceux sur le circuit, mais ça en était un en fin de semaine, Hülkenberg, qui avait un bon week-end quand même jusque-là. Donc, après ça, dans ceux qui n'ont pas terminé, il y en a une méchante gang. Hein? Leclerc n'a pas fini aussi. En tout cas, je suis rendu Saints, Ocon, Perez. Dans ceux qui n'ont pas terminé, je suis rendu. Perez, il a fini. Hein? Leclerc n'a pas fini. Antonelli n'a pas fini. Berman n'a pas fini dans les 3 tours à faire où il a demandé d'arrêter sa voiture. Albon, ça c'est drôle. Il a, il a rentré au puits à cause qu'il est en train de perdre la caméra sur sa voiture. Puis là, on a remis la caméra, puis là, il est retourné. Puis je pense qu'il s'en allait finir comme 14 tours en retard sur tout le monde, fait qu'on l'a juste pas classé. Ouais. En tout cas, pas de classement pour Albon. Alonso n'a pas terminé. Hülkenberg, on l'a dit pourquoi. Bottas, ben, c'est parce qu'il y a une Cadillac. Puis Stroll, ben, c'est parce qu'il y a Aston Martin. Pas mal ça que ça résume. Ton pilote du jour, ça a été?
Lewis Hamilton. Ouais, je ne serais pas original, moi non plus. Pour le relais là, à la mi-course où il Ouais, mangeait 2 secondes autour, c'est je ça. trouvais ça très impressionnant. Puis de revenir en tête, je pense qu'il faut le souligner. Là. Puis, on n'a pas parlé aussi d'Antonelli hein, qui s'en retournait sur Russell à la fin. Tu sais, ce psychologique-là du dépassement d'Antonelli, là, je ne sais pas si, en tout cas, ça va laisser des Ah traces. ben moi, je pense que c'est important. Ouais, Je pense que ouais. c'est important parce que George Russell, malgré toute la bonne fin de semaine qu'il avait, là, il aurait probablement été battu par Antonelli encore aujourd'hui. Donc, à quelque part, George Russell gagne des points sur Antonelli, mais psychologiquement, c'est peut-être pas la course qu'il espérait. Non. Fait que là, tout ça pour dire, tu dis ton pilote du jour, c'est Lewis Hamilton. Je suis pas original, j'y vais avec toi. Puis là, le pilote des cœurs, on s'en est pas parlé. Le pilote qui a élevé le plus son niveau au cours de la fin de semaine. La misère à pas donner à Hamilton le pilote des cœurs aussi. Ouais, ça m'a tenté, je vais t'avouer, Ouais. mais j'ai décidé d'y aller un petit peu plus obscur. Je me suis toujours demandé à quel point ça devait être démoralisant pour un pilote quand tu vois tout le monde te dépasser au départ. Là. Ouais, Tu comme passes à de la Jazz. 6e place à la 15e, tu fais comme la course est Mhm. finie, j'ai rien à faire. Mais Isaac Hadjar, il a fait des beaux dépassements. Il a fini à peu près là où il aurait terminé s'il avait réussi son départ. Donc, Ouais. j'y donne le décart du jour pour ça. Ben, j'y vais avec toi. Très, très bon. Tu as bien présenté ça, puis je suis entièrement d'accord. Un pilote des cœurs, l'entreprise des cœurs incorporée, des spécialistes dans le domaine des escaliers au Québec, qui aident justement les Québécois avec leurs escaliers de première qualité à atteindre l'autre niveau. Ben, c'est pour ça qu'on donne le titre des cœurs à tous les semaines de course au pilote qui a le plus élever son niveau. Adjar, Simon l'a très bien résumé. Et mon pilote du jour, Hamilton, comme toi, j'ai dit que j'étais pas original. Si vous voulez voter pour votre pilote du jour, les auditeurs qui nous écoutent, vous pouvez mettre, ça va être drôle, les auditeurs qui nous écoutent, ça va pas mal ensemble. Mais vous pouvez aller sur le sondage F1 Podcast présenté par la question du jour Sauna Viking, des spécialistes dans le domaine des saunas au Québec. Si tu es à Laval, vous pouvez prendre votre rendez-vous immédiatement pour vous faire construire un sauna à l'intérieur comme à l'extérieur. Un autre beau cadeau peut-être pour la fête des pères, on ne sait jamais. Donc, si la question sur Nova Viking, c'est on vous demande aussi de dire c'est qui votre pilote du jour. Vous pouvez soumettre d'autres noms. Il y en a d'autres aussi qui ont bien fait. Donc, bien curieux de voir pour qui vous allez voter. Simon, on va se reparler bientôt parce que vendredi, on va avoir notre formule entre deux courses. C'est pas les sujets qui manquent. J'ai l'impression qu'on va en avoir encore au cours de la semaine. Ils vont venir se greffer à ça. Mais une chose est sûre, c'était le fun de tout analyser ça, décortiquer ça encore une fois ensemble. On rappelle aux gens ton livre pour la fête des pères, les gens qui veulent se procurer Villeneuve-Schumacher 1997, le duel qui a marqué une époque. On peut y aller directement par ton site internet puis trouver exactement où le trouver. Oui, absolument. Et sinon, librairie Martin, Joliette et Laval ou en ligne sur mon site Internet ou sur le site en ligne des librairies Martin. Un gros merci, Simon, encore une fois. Puis la bonne nouvelle, comme je disais, on se reparle vendredi. Fait que j'ai l'impression qu'on en a encore tout plein. J'ai l'impression qu'on aurait pu Ah, faire j'ai 2 heures déjà ce hâte. soir. Ouais, c'est ça. Salut, Simon. Bonne semaine. Salut, merci. Bye. C'est à ce qui conclut notre épisode du lundi 15 juin. Notre prochain rendez-vous sera vendredi, le 19 juin, avec notre formule Entre deux courses, où je reçois certains de nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que LinkedIn, et à vous abonner à nos chaînes Spotify, YouTube ainsi qu'Amazon Music et activer la petite cloche. Question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.